après avoir écouté religieusement cet exposé, puisque M. Delorme disait qu'il voulait un échange pendant l'exposé, mais tout le monde a écouté avec tellement de discipline. Maintenant, nous passons au moment de l'échange, des questions, des témoignages. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Donc, vous vous présenter? Je me présente, je m'appelle Gobert Marie-Rose. Je félicite M. Delanon pour cet exposé que j'ai trouvé brillant. Cependant, je suis encore blessée par le fait d'entendre dire que M. Galmo a été empoisonné, parce qu'il a été fait la preuve qu'il n'a pas été empoisonné. Et donc je pense qu'il est temps que l'on vienne rectifier dans l'histoire de la Guyane ce fait malheureux qui a divisé, qui a détruit à un moment donné la population guyanaise et qui continue de faire des dégâts. Parce que moi je m'appelle Gobert et j'ai quand même été victime de cette renommée de Eugène Gobert que vous voyez là, qui est là, ancien maire de Cayenne. D'accord? Donc descendant d'Eugène Gobert. Alors moi j'étais à l'école, oui, Gobert empoisonné Galmo. Et je n'ai eu que ça dans mon enfance. Quand j'ai grandi, j'ai cherché à savoir. Et il n'y a pas si longtemps, en 2008 ou quelque chose comme ça, j'ai été abordée par des journalistes de France 3 et de France 2 qui sont venus avec un certain monsieur Bart Chaboer. Et donc ils étaient à la recherche des descendants de Galmo et de Gobert. Et quand ils sont venus vers moi, vous appelez Gobert? Oui, oui. Donc j'ai été interviewée. Et quand je suis arrivée, ils m'ont interviewée sur la place des Amandiers. Quand ils m'ont interviewée, donc j'ai dit, mais monsieur, vous savez, monsieur Galmo n'a jamais été empoisonné. Alors il me dit, mais comment le savez-vous? Mais je dis, parce que je m'appelle Gobert et que mon père me l'a toujours dit. Et à ce moment-là, il me dit, est-ce que vous savez que vous dites vrai? Je lui dis, non, mais moi j'ai toujours été persuadée parce que mon père me l'a toujours dit. Et à ce moment-là, il me dit, et effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas été empoisonné. Alors je dis, mais si on a eu la preuve qu'il n'a pas été empoisonné, pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu dire la vérité à la population guyanaise? Parce qu'il m'a dit que quand Galmo est mort, ils sont venus, ils sont partis avec son cœur et les vomissures qu'il a eues. Parce qu'il y avait des traces blanches dedans. En fait, ça s'est révélé que c'était du bismuth qu'il prenait pour des brûlures gastriques dont il souffrait parce que monsieur Galmo était atteint d'une pathologie quasiment incurable. Cependant, bon, ben, il se traitait, je crois, avec de l'arsenic et ça lui provoquait des brûlures d'estomac. Et donc, en intracardiaque, le sang intracardiaque qu'on a examiné n'a présenté aucune trace de produits toxiques. Et même les vomissures. Et donc à ce moment-là, ils ont vu qu'en fait, il y avait une erreur. Parce que quand M. Galmo est arrivé à l'hôpital, excusez-moi, je monopolise le micro, mais ça me tient à cœur depuis longtemps. Quand il est arrivé à l'hôpital, je crois que c'était à l'hôpital des Sœurs, autant que l'on m'a dit, il est arrivé et le médecin qui l'a reçu parce qu'il vomissait, il a dit « Ah, c'est un empoisonnement ». Et tout de suite, on lui a donné des choses pour encore le faire vomir. Et finalement, il est mort d'un arrêt cardiaque par hypokaliémie, c'est-à-dire manque de potassium. Il est mort parce qu'il a trop vomi. Et après, les vomissures n'ont rien révélé, aucun empoisonnement, et le sang non plus. Et là, j'ai demandé pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait savoir à la population. Le monsieur qui m'a interviewé m'a dit, madame, c'était pour éviter un bain de sang. Parce que les gens qui ont tué, les émeutiers qui ont tué les partisans de Gobert, eh bien, en face d'eux, peut-être qu'on ne sait pas, si ceux de Gobert, les partisans de Gobert, ne seraient pas venus aussi se revancher, prendre leur revanche, quoi, et ça aurait été un bain de sang dans la Guyane. Et donc moi je dis une chose, je fais appel à la population guyanaise et je demande aux historiens d'aller creuser cette histoire et de venir corriger la mort de Galmo, l'histoire de la mort de Galmo, parce que Galmo empoisonné, non, ce n'est pas vrai. Merci pour votre témoignage. Effectivement, le temps de la réconciliation est arrivé. Madame la directrice de la culturelle m'annonce que
bientôt nous ferons une conférence sur la question de Galmo et peut-être qu'à ce moment-là, d'autres vérités ressortiront. Quelqu'un d'autre a envie de témoigner? Oui, Claude Paul. Pour ça, il y a un reporter. Parce qu'il y a trop de choses dans le pays, il va dire. Mais on ne peut pas venir pour ça. Je suis de là, non. Félicitations. Moi, toujours brillant, toujours vaillant. Ça ne va un bonhomme. Et à part, nous ne envoyer aux fleurs parce que nous savons pour fort. Mais nous, comment dire, tu es tombé, pour pas chien tomber. Et vous savez, nos professeurs, nous jouons à changer. C'est pas que je vous parler d'une question concernant ces partis politiques. Effectivement, ces partis politiques d'une extrême à un autre, il est faible, il est extrêmement faible. Il est faible, il est tout. Parce que nous avons qui continue extrême à droite, tout continue extrême à gauche, tout indépendantiste. Nous pas actuellement, nous pas des mots, nous avons beaucoup de monde qui pata. Il est tout, le plus souvent à des affairistes. Donc à partir du moment où on a un pays avec des affairistes, eh bien, chaque monde a des pays devant l'estomac. Il y a ça qui est passé. Mais à partir du moment où le pays a ces secteurs-là, comment on les développer le pays, côté ces principaux secteurs-là, qui paraît bien qui a la tête. Donc forcément, le monde qui l'a, il vient régler ce problème. Donc ça va être jusqu'à maintenant, ça va continuer toujours dans le pays. Par contre, on a tous développé, vous appréciez, mais moi je vais attendre pour parler aux périodes côté variant encore, période mobile. Bah, nous des informations en l'air, parce que les plus jeunes, enfin des amis, ça fait un certain nombre de bêtes. Et là, il dynamité le mobile. Et là, il y a une prise de conscience qui partit, il y a un certain nombre de bêtes. En fait. Et là, ça va être bloqué. Et après, ben, nous allons partir en déliquescence dans nos pays. Il y a ça qui est lamentable. Et jusqu'à maintenant, bon, bien ouais, ça qui passe, c'est les sections frères. Mais, pour en terminer, et à ça, c'est parti politique. À ça, c'est en politique à Bakadi. Comment, comme si l'autre était par exemple 15 ans pour le chaussée, pour dire n'importe quoi, pour le chaussée 30. Mais, systématiquement, même les, que l'autre a 50 ans, même si il est 30 ans, c'est vito. Et ça n'est pas possible. Et après, à ce problème-là, nous avons vécu dans nos pays. Nous vous remercie. Finalement. Montre le micro. Oui, merci. La société guyanaise, dans son essence même, issue d'un système colonial esclavagiste, fait que la mentalité guyanaise est une mentalité raciste, énoncée de race, haine de soi, haine de l'autre, mot blanc, mot jaune, mot vert, mot jaune. Alors que nous sommes tout simplement humains, aujourd'hui nous sommes face à nous-mêmes, à toutes nos exactions. Donc, nous ne sommes pas responsables directement parce que l'État colonialiste français qui vous gère, et nos élus particulièrement, qui traînent leur bleu, blanc, rouge depuis des siècles, les nôtres aussi les ont traînés. Il est temps que nous passions à une Guyane libre, indépendante, fière de l'être, qui se construit avec ses misères, avec ses potentiels, et non plus les bois qui vont jouer des cirques à l'Élysée. Il est temps que nous passions à autre chose. Donc si vous n'êtes pas prêts, peut-être que je ne serai pas là pour voir, mais l'histoire retiendra que les Guyanais, ils n'osent pas prendre leur liberté, parce que la liberté, ça ne se quémande pas, ça se prend, et moi je paye le prix. Donc, j'ai écrit un texte sur Facebook qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée. Pour notre titre, c'est Les vers sont dans le fruit et pourra certainement. J'ai écouté votre discours où vous avez parlé de beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont levés pour résister, pour bâtir, qui ont essayé de bâtir. Malheureusement, ça a toujours échoué. Vous avez, en fait de conférence, vous avez dit qu'il faut des leaders. Ma question, pourquoi, quand il y a des têtes qui essaient d'émerger, pourquoi, quand il y a une résistance, pourquoi, quand des hommes et des femmes
qui veulent parler haut, fort, mais aussi de manière construite, vous me comprenez, on les combat. Monsieur Delannon, est-ce que les Verts sont vraiment dans le fruit? Le fruit, c'est la Guyane. Peut-être que je prends un petit peu, et après je suppose que c'est l'intervention générale. Oui, monsieur? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Delannon. Merci. Merci surtout pour ça petit ouvrage, hein, parce que le mouvement m'a cherché. Vous avez rien, vous avez dit merci. Merci encore. Alors, après moi dire que présentation au petit tour pendant ça, pour faire sa conférence, ni un peu choqué moi parce que moi ancien indépendantiste. Alors, moi découvert ça qui s'attouille à présent. Deuxième question d'interrogation, et pour parler de Victor Hugo. Est-ce que nous faisons ça, même s'il n'y a pas de thème sur les là, qui vous a fleuri ce comme ça pour chaque année? Nous ne pouvons pas ça la réponse. Alors, tu parlais aussi de leader charismatique. Après, des questions par hasard, tu dis ça, qui est la leader charismatique? Et puis dernier, on va reposer sa question, qui tente d'écrire un livre sur le mot qui? Voilà. Par rapport au mouvement indépendantiste, dans les années 70, enfin c'est ce qu'on a plus ou moins connu nous, hein, un peu, c'était assez fort quand même, puisque le monsieur faisait référence, plusieurs personnes d'ailleurs, au mot guide, c'était assez intense. Et qu'est-ce qui a fait que ce mouvement-là se soit arrêté? Est-ce que c'est l'avènement de François Mitterrand, donc de la gauche? Ça a donné de l'espoir, où on a fait croire aux gens des choses, de l'espoir aux indépendantistes par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Vous répondez? Bon, merci de l'honneur. Oui. Mais je vous remercie. Vos questions, j'essaierai de répondre. Bon, je commence par vous, puisque c'est la dernière intervention, celle qui est la plus présente. À mon sens, il y a deux causes majeures. Une cause externe et une cause interne. La cause externe, effectivement, c'est l'avènement de la gauche française. Et comme je vous le répète, ce n'est pas seulement en Guyane, parce que vous pourriez remettre en question cela, mais ce n'est pas seulement en Guyane, ça a été vrai aussi en Martinique et en Guadeloupe, surtout en Guadeloupe, où la gauche, en fait, a cassé les mouvements nationalistes. Vous vous souvenez qu'en Guadeloupe, il y avait des mouvements vraiment organisés, violents et tout. À partir du moment où la gauche est arrivée, on a eu cette réaction des populations d'espérer qu'il y aurait une autre gestion plus fraternelle, comme il l'avait promis. Donc oui, c'est une cause, d'après moi, majeure. Mais aussi, il y a une deuxième cause interne, c'est les difficultés inhérentes même à la lutte à l'intérieur de chaque organisation. C'est vrai qu'après quelques années de lutte, les choses commençaient à devenir difficiles. Je parle de l'intérieur même, du Moguide, parce que dans une petite société comme celle-là, lorsque vous revendiquez très fortement, vous êtes identifié, normal, marginalisé, à la limite exclu du champ social. Et ça, c'est une réalité. Nous avons de nombreux amis, j'en vois un assis en face de moi, Roger, qui a connu ces vicissitudes. Quand vous étiez un militant indépendantiste, un militant du Moguide, vous étiez susceptible de perdre rapidement votre emploi. Et ça, c'est une sacrée pression, en fait, sur les individus. Perdre votre emploi, à la limite, perdre votre compagne, deuxième pression. Donc, cette pression interne, ces situations aussi ont fragilisé nos mouvements. Voilà, les difficultés de la vie, la France émancipatrice, supposée, et aussi la montée de la gauche, corollaire de la gauche guyanaise, corollaire de l'avènement de Mitterrand à cette époque, avant 74, avant 81, pardon, avant 81, la droite était plus forte en Guyane. La plupart des maires étaient de droite.
Il y avait Cayenne, bien sûr, avec M. Léopold Leder, un leader charismatique guyanais, mais la plupart des autres communes étaient contrôlées par la droite. Et c'est la gauche française arrivant au pouvoir qui a fait qu'il y a eu un bouleversement et que de 81, on pourrait dire jusqu'à 90, il y a eu un phénomène de traînée de poudre, où le PSG a raflé la mise, quoi. Ils ont pris tous les postes, départements, régions, communes. Voilà. Mais pourquoi? Justement, ils ont exclu et ces gens-là, ces élus-là, ils ont exclu la frange marginale. Et je me souviens d'ailleurs, il est présent ce soir, mon ami Antoine Lamouraille, un militant qui a été incarcéré à Loukou de Patou, qui a été incarcéré en 80 avec 4 autres militants, avec Raymond. À chaque fois, Raymond, il le ramasse. Hein. Et donc, je me souviens très bien qu'Antoine Lamouraille, ici présent, m'a dit, dans ces années-là, comme il avait fait la prison, lorsqu'ils étaient en prison, ils étaient visités par la gauche qui n'était pas encore au pouvoir. Les ténors de la gauche sont venus les voir à la santé. Et donc, lorsqu'ils ont été élus, il y en a qui sont venus en Guyane. Et peut-être, j'espère qu'Antoine s'en rappelle, et pourra affirmer ce que je dis. Et il y a, je ne sais plus, lui va dire le nom, il y a une commission sénatoriale de gauche qui est venue en Guyane en visite, et ils se sont rendus à Patou. Et ce sénateur, donc, a rencontré Antoine, et a dit aux gens qui l'accompagnaient, aux gens du PSG qui l'accompagnaient, il lui a demandé ce qu'il faisait. Il dit, ah ben moi, j'essaie de monter ma petite boulangerie à Patou. Voilà. Et ce sénateur d'une commission en visitant Guyane a dit aux gens du PSG, écoutez, si ces gars-là ne les prenez pas avec vous, vous n'arriverez à rien. Hein. Voilà la situation que nous avons connue, une marginalisation par les gens qui ont pris le pouvoir en Guyane, le pouvoir local, qui sont arrivés au pouvoir local. Ils ont préféré se rapprocher d'opportunistes de droite, reconnus comme tels, pour constituer leur shadow cabinet, leurs conseillers et autres. Nous, on n'existait pas. Donc voilà les raisons réelles en fait, du déclin du mouvement nationaliste. Alors, ce sont des raisons internes et des raisons externes. Voilà donc ce que je puis vous dire. Sur les autres questions, pour ce qui m'en revient, c'est pas simple. On ne s'auto-décrète pas leader. Les leaders surgissent des luttes, surgissent de l'organisation. Et on le voit, par exemple, regardons ce qui se passe, il faut souhaiter que ça se passe aussi en Guyane, ce qui se passe en Algérie ou au Soudan. Nous voyons la télévision, nous regardons. Et nous voyons que, par exemple, au Soudan, un pays dictatorial, maintenu par une main de fer d'un tyran pendant plus de 30 ans, on voit que le peuple a fini par se lever et ne veut pas rentrer à la maison. Pourquoi? Ben on le dit, il y a derrière une organisation, l'organisation des professionnels. Et on le sait aussi, il y avait un parti communiste très fort au Soudan, depuis du temps de la décolonisation, depuis les années 60, 50, 60. Et bien sûr démantelé par les tyrans, mais sous-jacent. Et ces gens se sont réorganisés et on parle de l'association des professionnels. Et donc il y a des gens organisés derrière qui insufflent des visions et autres aux manifestants. Donc, et c'est ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin. Alors, pour dire 2 mots de la période 70-74, comment se fait-il que... je pense qu'il s'agit d'un problème lié aussi à notre petitesse. Il y a un problème de masse critique. Nous ne sommes pas nombreux. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gens, il suffit qu'on cogne 2 ou 3 qui tombent, difficulté, et que tout s'étiole. Et donc cette masse critique minimale, aujourd'hui les choses évoluent un peu, nous sommes davantage. Et donc le mouvement de l'éducation, c'est une équipe. C'est une équipe, exactement. Donc en 70-74, à ce moment-là, se passe ce qui s'est passé dans les années 58-60, lorsque les gens de l'UPG sont revenus, Patience, Lonceau et autres,
Sirden, c'était une équipe avec en plus des gens autour comme Marius Miron et autres, Marie-Emma, Jean, et donc il y avait des équipes. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais moins de 20 ans, et je me souviens très bien des manifestations de cette époque-là, et où on voyait les notables guyanais, les notables qui manifestaient dans les rues. Ce n'était pas seulement les ouvriers, les employés qui manifestaient. Au premier rang, vous aviez les notables guyanais. M. Vérin, M. Toubi, M. Hider, voilà, la société guyanaise. Parce qu'elle était relativement organisée. C'est des gens qui ont connu la guerre, 39-45, l'isolement de la Guyane. Donc il y avait des petits groupes organisés, notamment des chasseurs. Non, ils avaient une association de chasseurs. Et donc ces notables-là constituaient une masse critique d'individus conscients et voulant changer les choses. En 70, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Un groupe de jeunes Guyanais revendiquait un changement parce que bon, on appartient à son époque. Tous les pays environnants étaient indépendants, pourquoi pas nous? On peut discuter de la validité, du passage de l'autonomie en l'indépendance, mais n'empêche qu'il fallait que nous comptions sur nos propres forces. Et cette masse critique minimale a été facilement disloquée par l'aventure de la vie, recherche d'emploi, difficulté, comme je le dis, un peu marginalisation. On n'est plus drôle dans cette société. La société bouillait et bouillonnait des lois de décentralisation, il y avait des projets, des constructions, des choses se faisaient auxquelles nous ne participions pas. Et tout ça aussi a participé au dépérissement du mouvement. Et donc, oui, bon, ce que nous avons fait, je dis c'est rien de bien original, sinon que on a tissé des liens très forts avec notre environnement, avec le Suriname, le Guyana et nos voisins proches, en fait, de manière à pouvoir résister à la situation et à pouvoir être aidés par ceux qui étaient un peu plus avancés que nous, parce qu'ils étaient déjà libérés, eux. Et donc tout ça, c'est un peu dilacéré, vu que nous n'étions pas aux affaires. Nous n'avions aucun rôle dans cette société. N'ayant pas de rôle, n'ayant pas de légitimité, d'autres l'ayant, et la galvaudant, je pense que ça explique ce recul et ce retard que nous prenons, mais il faut garder l'espoir, il faut se dire que ça reviendra. Bien sûr, les Français sont forts, la France est une puissance coloniale, c'est pas par hasard, c'est la dernière en Amérique du Sud, et ils se sont arrangés pour procéder à ce que nous avons appelé un génocide par substitution, c'est-à-dire par changer la population. Si dans les années 60-70, nous étions moins de 50 000 habitants en Guyane, relativement homogènes, nous connaissons, donc à partir du fameux plan vert de 75, plan Stirn, migration massive venant de partout, d'abord d'Europe, des pays voisins et autres. Donc la population a changé. Le migrant, il ne vient pas pour changer le statut, il vient pour une nouvelle vie, pour un mieux vivre. Et c'est comme ça, nous avons été, cette petite société guyanaise a été noyée dans une masse de nouveaux arrivants. Et il faut du temps pour que se fasse cette cohésion. Mais elle demande, elle ne se fait pas d'elle-même, elle n'est pas auto-déclarative, cette cohésion. Il faut l'organiser. Et malheureusement, le clientélisme qui tue, mais qui organise et qui structure les partis locaux, notamment ceux qui sont au pouvoir depuis la décentralisation, le clientélisme a utilisé le phénomène de communautarisme pour pouvoir
bénéficier du vote de gens qui étaient, d'après eux, qui devaient les obliger, parce qu'on dissémine quelques petits emplois ici de là. Donc le phénomène du communautarisme est renforcé. Au lieu d'être combattu par nos élus, il est renforcé et il est utilisé. Et nous sommes en plus victimes de cette discrimination, de cette division par l'État colonial. Nous sommes divisés, nous étions éclatés sur le territoire. La Guyane est un grand pays, donc nous étions éclatés, la population du littoral, les populations de l'intérieur. Avec l'évolution des 30 dernières années, maintenant, il y a un brassage. Mais la division est là. Les Français, leurs spécialistes se chargent, leurs enseignants, leurs chercheurs, divisent la société en autochtones par-ci, Bushinengue par là, créole par là, et il y a une négation systématique du créole en Guyane. Vous devez constater qu'il y a une négation du phénomène. Pourquoi? Parce que les créoles ont toujours été en contact, ouais, c'est la vision qu'on peut en avoir, toujours été en contact avec les Français, avec le blanc, le maître, le dominateur, le connaissent très bien et le combattent. Donc, diviser cette société de manière à manipuler les autres, ceux qui sont d'après eux plus malléables, tout ça, ça dure un moment. Les nouveaux arrivants, les communautés, manipuler ces gens-là grâce à l'octroi de nationalité française, octroi de transferts sociaux, on pacifie cette société grâce à cet argent, ces fonds qui sont utilisés pour asservir, pour attacher les consciences, au lieu de les libérer. Et malheureusement, certaines élites politiques jouent le jeu à fond de cette division, de cette atomisation de la société guyanaise. Et donc, voilà ce que je pouvais dire sur vos questionnements. Mais Antoine, j'aurais bien aimé que tu me rappelles au moins le nom de ce sénateur qui était venu te voir à Patou, s'il te plaît. Comment? Parmentier? Ok. Merci Antoine. Et nous voyons, avec la présence ce soir, que je salue, comme celle de tous les assistants, d'Antoine Lamouraille, nous voyons que le phénomène guyanais, il est bien réel. Il y a une polysémie de cette prise de conscience qui n'appartient pas à une communauté, mais à l'ensemble des citoyens guyanais, qui ne se posent pas de questions sur est-ce que je suis guyanais. J'ai été déchiré il y a quelques semaines, certains d'entre vous ont dû assister, ont dû voir ce documentaire qui est passé sur la télé. Un soir, on interviewait, il y a eu plusieurs interviews de jeunes Amérindiens, de jeunes autochtones, comme ils disent, et où un jeune Amérindien disait « Je ne suis pas guyanais ». Un jeune Amérindien dit « Je ne suis pas guyanais, moi. Mon père et ma mère, ils ne sont pas créoles, je ne me sens pas... » Quel drame de gens qui se nient eux-mêmes. Voilà le résultat de la division dont nous sommes victimes. On parle d'autochtones, quel est l'intérêt de mettre en avant des premiers, des seconds, les troisièmes, sinon de casser l'homogénéité de la société, de la rendre difficile, d'opposer les uns aux autres, au lieu d'associer, de construire. Et c'est ce que nous avions, c'est ce que nous étions parvenus à faire dans les années 70. Des gens comme Antoine Lamouraille, d'Apatou, à Loko, des jeunes Amérindiens, des jeunes Tchouka, étaient des militants. Et tu me demandais, Mayo, tu es surpris. Non, ils n'ont pas dit anciens indépendantistes, anciens militants. Indépendantistes, nuance, militants. Aujourd'hui, contrairement à d'autres de mes collègues, je ne dirais pas que je suis un militant. Je mentirais. Car je sais justement ce qu'est un militant, pour l'avoir été. Quelqu'un qui, tous les jours, fait des tracts, fait des journaux, anime des conférences, participe à la mobilisation du peuple. Si tu ne fais pas tout ça, tu n'es pas un militant. J'ai toujours la même conscience de la nécessité de l'indépendance, de l'inéluctabilité. Mon paquet, ouais. Puisque je suis très près des jours fatidique, 75 ans. Donc, voilà. Donc, mais
On ne change pas. On ne change pas ces idéaux sur lesquels on a cru et pour lesquels on s'est mobilisé, on s'est organisé. Non, je ne fais pas partie de ceux qui changent leur casa, qui se renient eux-mêmes, qui renient ce qu'ils ont chéri et qui disent nous pas pareil. Donc permettez-moi de vous dire que oui, non, le combat continue, mais de manière différente. De manière différente. On peut, quel que soit le moyen que l'on a, la preuve, l'américaine me donne aujourd'hui cette chance d'échanger avec vous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce privilège. Et donc, de vous dire ce qu'il faut dire, parce que c'est comme ça qu'on construit une société, qu'on mobilise un peuple, que nous avons toujours combattu l'oppression, que nous n'avons jamais accepté, nous n'avons jamais courbé. Il y a toujours des gens qui se sont pressés, qui ont fait face à l'ignominie, quel que soit le prix qu'ils ont eu à payer. On connaît certains de nos ancêtres qui ont été décapités, coupés en morceaux, coupés les mains, les bras, tout ça, et qui luttaient. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous bénéficions de privilèges énormes. D'abord, les cadres, regardez, il y a la clim, ventilation, technologie. Donc nous avons de nouveaux outils à notre disposition. Malheureusement, nous n'en faisons pas le meilleur usage. Et donc, pour terminer, j'appelle de mes voeux l'émergence, mais ce n'est pas une incantation, de leaders susceptibles de mobiliser la société, non pas pour demander de l'argent, mais pour construire une société autre. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Delannon. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou une deuxième fois, Mme Noëlla? Mais vous savez, il y a beaucoup de monde. Hein? Donc, allez-y. Je vais rebondir sur la sectorisation de la population guyanaise. Comment avoir un leadership dans une société où on est si divisé. J'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle « L'inini mentale de cette frontière invisible et indélébile ». Le territoire de l'INI n'a pas été mis en place par les Guyanais, mais les frontières sont gravées de manière indélébile dans la tête de chaque petit Guyanais qui naît en Guyane. Cette anomalie ethnogéographique abolie soi-disant définitivement en 1969 semble toujours perdurer mentalement et politiquement. Même les nouveaux arrivants sont certes pour stigmatiser les locaux. Ma question, comment un leader peut sortir dans de telles sociétés et qui peut mettre fin à cette sectorisation de la population? Est-ce aux politiques? Est-ce aux chercheurs de l'université qui doivent faire un gros travail là-dessus? À qui revient-il? Parce que la société n'y arrive pas, donc que peut-on faire réellement? À qui revient cette charge? Vous voulez attendre pour répondre ou... D'accord. Bonsoir à tous, je suis Saïla Bidiou. Je suis très contente d'être là présente. Félicitations, monsieur Delannon. Merci. Beaucoup. Je vous remercie pour ça. J'ai eu un frère, à l'époque militant, dans un parti indépendantiste, très fier de mon frère, d'avoir participé à ce mouvement il y a des années. Et je suis très contente, encore une fois, d'être ici. Merci à vous. Merci pour... Pourquoi je vous dis merci? C'est parce que, en même temps, vous avez tout dit. Et en même temps, je trouve dommage que nos leaders, que ce soit au niveau, comme vous avez dit, autochtone et autre part, on ne se tienne pas la main. Vraiment dommage. Et j'en arrive à une conclusion où je me dis que, comme vous l'avez dit à l'instant, c'est que cette nation qui vient de l'autre côté de la mer puisse nous diviser. Tout en espérant qu'à l'avenir, puisque j'ai aussi des enfants métis, et je suis très contente d'avoir eu ce métissage, qu'on arrive un jour à se tenir la main et qu'on arrive à marcher ensemble contre cette nation qui nous divise.
Et j'espère que les mentalités vont évoluer. Il y aura cette évolution. Et ce que je souhaite pour avoir vu de l'intérieur ce militant qui a été mon frère subir, vivre, je me dis que nous cette génération de leaders, nous n'avons pas vu. Nous avons eu des leaders, nous avons eu des militants, de vrais militants. Ce qui est dommage, c'est que ces militants-là, on ne les entend plus. On ne les entend plus du tout. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui voudraient, bien sûr, apprendre. Il faut apprendre. Moi, j'en apprends beaucoup. Et il faudrait qu'on arrive à marcher ensemble, évoluer ensemble. On n'est pas là pour se diviser. Merci pour votre témoignage. Juste pour information, nous arrivons presque à la fin de la conférence, donc 2, 3, 4 questions peut-être. Oui. J'en profite juste pour saluer la présence de M. Roland Belloni, qui est avec nous ce soir. Laura Stephenson. Je veux seulement dire que après plus de 60 ans, 70 ans de lutte, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire, sous toutes les coutures, nous voyons que nous sommes donc en position de survie. Et je dis qu'il n'est plus temps maintenant d'attendre les leaders. Nous sommes ces leaders. Nous devons chacun être conscient que c'est chacun de nous, seul et avec les autres, qui allions arriver à changer les choses en Guyane. Ça veut dire tout ce que chacun a envie de faire pour ce changement, il doit le faire et ne pas s'arrêter de savoir s'il est seul ou s'il est aidé, mais de simplement savoir que ce qu'il fait pour ce changement est une action juste et qu'il doit aller jusqu'au bout. Alors, parce que moi, j'ai toujours appris qu'un leader apparaissait quand le peuple était prêt. C'est la même chose. Le maître apparaît quand le disciple est prêt. Alors, donc, je n'en suis pas là. C'est pour cela que je dis que nous devons tous être conscients que c'est à chacun de nous, seul, parce qu'il y a l'action individuelle qui est importante, tant que nous aurons déjà dans nos têtes nos chaînes qui nous enchaînent à se coloniser, c'est déjà une des premières choses à défaire. Et après, il y a toute l'action collective, celle que nous pouvons faire avec les autres pour avancer, pour aller plus loin. Parce que nous sommes, si nous ne faisons pas ce travail-là, chacun d'entre nous, nous savons bien ce qui va nous arriver. Nous allons continuer à être pilonnés, assassinés, parce que c'est ce qui se passe. Quand je pense à Chaka Caribou en cet instant, il n'y a pas longtemps, la semaine, il y a eu un hommage à lui. Je me dis, voilà, nous devons faire chacun notre travail. Et quand on parle que nous sommes déterminés, je dis tant qu'on n'est pas engagé dans l'action, cette détermination ne suffit pas. Parce qu'effectivement, dans ce mouvement de 2017, ce qui a manqué, c'est l'organisation. Quand on parlait d'organisation, il y a des personnes qui vous rigolaient au nez. Car si cela avait été préparé en finition, peut-être, moi j'attendais d'un mouvement d'une si grande ampleur, j'attendais à minima d'obliger la France à entrer avec la Guyane dans un processus d'autonomie. À minima, c'était ce qu'il fallait exiger. Et non pas des accords, parce qu'on a toujours vu que la France n'a jamais respecté les accords. Elle fait ses lois, elle les défait elle-même. Alors comment peut-on avoir confiance dans sous une telle tutelle? Donc il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Et il n'y a qu'un seul chemin, celui de la libération, celui de la liberté, celui de l'indépendance. On dit maintenant l'autodétermination, parce qu'on a peur de ce mot indépendance, mais c'est de cela qu'il s'agit. Car tout peuple a droit à se
diriger lui-même. Bonsoir à tous. Je m'appelle Barbara Douglas, je suis étudiante en sciences politiques et management stratégique. Je voudrais vous adresser un mot parce que lors des événements de mars 2017, j'étais en études au Portugal et ces événements m'ont vraiment touchée car je n'étais pas présente sur ce territoire guyanais qui est ma maison. Je voudrais vous parler car je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai manquement au niveau de l'intégration de la jeunesse en politique. C'est pour cela que je lance un appel à vous, citoyens, élus, intégrez-nous. Si vous portez juste un regard sur nous, vous verrez qu'il existe de réelles pépites au sein de cette jeunesse. Il y a vraiment des jeunes qui veulent s'intégrer dans la politique guyanaise et on n'attend que ça en fait. Merci. Oui, merci pour toutes vos contributions. Roland. Oui, Roland, vas-y. Bonsoir, vas-y. Bonsoir, Roland. Merci de nous faire ce rappel et ce déroulé de toute notre histoire à travers donc l'esclavage et la partie la plus noire qui est vraiment l'esclavage avec les guillotines. Moi, je voudrais faire une réflexion et puis je te remercie parce que tu as été aussi, tu n'as pas été mon maître, mais tu as été mon grand frère, puisque nous avons épousé la cause ensemble, nous avons fait quelques combats ensemble, et grâce à toi, nous avons pu mûrir politiquement. Et bien sûr, nous sommes dans une sorte de désert politique aujourd'hui, puisque les partis ont disparu. Moi, je voudrais dire que, selon ta troisième proposition, absence de leader charismatique, je ne crois plus au leader, parce que le leader, par définition, une fois qu'il est décapité, le pays se meurt. On a l'expérience d'une république, de la première république noire, où Toussaint Louverture a cru à la fin qu'il pouvait faire confiance à l'équipe de Napoléon, et finalement, il a été blousé sur le bateau, il est reparti, et Haïti paie leur tribut. Moi, je pense à un pouvoir collégial. Et vous l'avez dit très bien, Nora, qu'il faut qu'on puisse s'unir, défendre. L'autonomie, ça ne se demande pas, ça se prend. Deuxièmement, ça se prend comment? Ça se prend tous les jours, en travaillant, en formant la jeunesse, en allant dans les endroits les plus retirés, les plus isolés, en apportant la connaissance. Un peuple qui est ignorant, il ne peut pas se défendre. Donc il faut dans un premier temps apporter le savoir, l'histoire. Aujourd'hui tu l'as fait, en nous disant notre histoire. Et je pense, si nous n'arrivons pas, parce qu'ils ont en face de nous, ils ont une longue histoire de peuple. Nous avons une histoire de coloniser, nous avons une histoire d'être asservis. Je crois beaucoup aujourd'hui à la désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Je décide, je mets la force derrière de ce que je vais décider, je me donne les moyens de décider. Je fais de la résistance, je forme la jeunesse et j'agis et je fais la révolution, une révolution sans sang. Allô? Encore deux questions. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Roger Marcourt. Nous histoire, nous qui construisons, qui combat, nous anciens menés. Justin Kataye, Fanoumel, et une l'école de Justin Kataye. Côté des cas formés, militants de base. Tout le monde dans les sétibans l'école, les mercredis, à côté, formation Justin Kataye. Souvent, le développement de l'école, à des gens communes qui descendent et qui occuper ces postes en dans l'école, nettoyage, la cantine, etc. Samounian a été des relais Parti socialiste
Guyanais quand il était retourné en commune. Ça travaillait un travail de longue haleine. Et Justin Kataye, pas de cas entendre, lui-même était qu'à passer en dans chaque case, qu'il faut pour l'abri, qui bonhomme. Et quand il joignent ces familles, s'il y a des pour mettre une tôle, il était qu'à chamber tôle aussi, pour permettre mon enfant faire ce travail. Un geste qui était symbolique, mais qui était marquant. Parce que, à des leaders qui étaient de terrain, il pas été qu'à contenter ce qu'on fait bel discours, bel parole. Mais il était qu'à voyager dans toute commune, il était qu'à rencontrer habitants de nos côtés. Pourquoi une similitude que nos révolutions silencieuses qui fait il y a des 3 ans? Eh bien, nous battons Français sans manière essayer de déclencher, puisque il y a une méthode à déclencher pour apbrayer 6 mains lacrymogènes et toute qualité engin derrière nous. Nous bâtir sa joie. Effectivement, après, nous choisissons notre chemin qui était demander sous-marqué, demander sous-marqué, demander sous-marqué. Pour nous gagner notre autonomie, il faut nous-mêmes, nous gagner notre propre autosuffisance alimentaire. À nos côtés, en nous la cour, en nous habitation. Il faut nous nourrir nos corps. Il faut nous partager. Il faut nous contenter. Il ne faut pas nous contenter rentrer dans le supermarché, acheter 10 kilos poules pour 12 euros. Quand nous un kilo poule de 1,20 €. Alors qu'il nous levait qu'un poulet et 10 personnes à manger en dans casa. Parce que nous savons, nous devons acheter le côté madame et tel, côté madame et tel. Bah, tout le monde fait poule, fait marcher, mais nous avons un outil réseau, qui permet de nous vivre. C'est mon invitation de descendre, qu'il y ait barge, pour dégager le canal à présent, et quoi, et tout ça, nous avons besoin. Quand tu es malade, même si tu es mouché grand sangement, le docteur n'a pas arrivé à faire ça qu'il faut, mais il a acheté mouché un tel qui peut permettre madame d'accoucher sans qu'il y ait un problème. Donc, nous avons nos propres sciences à nos côtés. Il faut nous arrêter, certes pour nous prendre l'examen, il faut nous réciter ça blanc à apprendre nous, puisque Ali a jugé si nous avons droit à un diplôme ou si nous n'avons pas droit. Mais, une fois nous prenons diplôme, il faut nous adapter. On dit chez moi, c'est comme ça parce que c'est ça, ça, ça et ça. Il faut nous prendre possession de nos propres sciences, de nos connaissances, de nos savoir-faire. Avant, à une grande table, quand blanc arrivé, pour nous payer tout secret, nous comptons blanc à nous table, nous pas savoir qui manger pour nous mettre pour y manger. Il faut nous voir sa belle table. Et puis, on nous respecte nos corps chaque jour. Parce que, quand nous avons un monde, nous ne connaissons pas assez juger par rapport à ce thème. Si nous besoin de connaître tout le bagage, demandez ça pour nous pas faire. Ou alors, allez voir mon demandez ça y est fait. Mais ça fait, nous avons une mauvaise habitude. Juger mon parce que nous sommes comme ça. Eh bien, il faut nous arrêter ça. Nous respecter nos corps, et puis, et ça respect, nous devons faire moun respecter nous, et nous qui respecter nous à nos côtés. À ça, vous avez dit autres. Bonsoir. Une dernière question et après, M. Delano conclura. Attendez, monsieur qui n'a pas parlé. Bonsoir tout le monde. Donc moi-même à Kangasani, bon, moi changé mon nom dernièrement, moi ça va essayer de voir ça sur Facebook. Donc juste pour dire merci par rapport à cet échange. M. Beloni bien parlé, moi tendez au cas il faut enseigner ces jeunes par rapport à nos histoires. Mais qui histoire? Parce que nous avons parlé de nos histoires, mais nous avons parlé uniquement de l'esclavage. Donc en même temps, nous avons fait une annonce. Je suis au Motoun de Kalala qui est venu la semaine prochaine. Donc nous avons une grande conférence ici, le mardi, le mercredi. Et je suis Dumbi Fakoli qui est là aussi. Qui parle aussi à sous question de nos spiritualité. Parce que nous avons créé une spiritualité, mais il n'y a pas qu'à aider nous à avancer aussi. Parce que nous avons pris une bon Dieu qui partit nous, par exemple. Tous les jours, pendant la marche, il mettait tout le monde à genoux et à la nous pédit.
à ça nous constate. Donc voilà, merci. Monsieur Delano, si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Oui, merci. Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Et je vous remercie de vos contributions enrichissantes, prolongeant cet échange. Je remercie à nouveau le service culturel l'américaine, de permettre que nous puissions nous rencontrer de cette manière. Et ils ont ce programme Patrimoine et Mémoire qui est essentiel, fondamental et qui permet ce brassage de générations, cet échange d'idées. Et nous voyons que nous avons des points de vue connexes ou différents, mais nous en avons bien marqués et nous souhaitons que les choses évoluent. Alors, bien entendu, la jeunesse guyanaise est là. Et mademoiselle, vous nous avez dit d'aller à l'université, c'est une possibilité. Mais en ce qui me concerne, c'est certain qu'il y a cette croyance en la force de la jeunesse et à sa capacité à faire bouger les lignes, faire bouger les choses, mais il y a pour cela des conditions. Donc je vous remercie de votre attention et bonne soirée et à une prochaine conférence à l'américaine. Merci beaucoup. Merci à nos invités, M. Aron, Mme Taubira, qui est l'honneur, M. Faubert, et merci à la directrice, Mme James Sousseli. Bonsoir à tous.